Alors effectivement, cette crise sanitaire nous a tous confrontés à des situations de stress, de doute, d'inquiétude, de peur, de solitude. Et à l'heure où elle semble s'éloigner un peu, on a pensé intéressant de démarrer cette première partie du congrès de manière un peu disruptive, en réfléchissant justement à la santé morale et la santé mentale et le moral de nos équipes. Alors comment notre cerveau en fait gère-t-il les situations les plus extrêmes? Certains d'entre nous avons vécu des situations extrêmement difficiles. Comment lui arrive-t-il de déraper, voire de basculer? Et pour le comprendre, on a la chance d'avoir deux expertes en la matière, en matière de cerveau, et les fondatrices de l'Art for Science Academy, qui est la première école du cerveau en ligne en France. Et je vous demande d'accueillir avec moi Mélanie Dalgobo, qui est présidente fondatrice d'Art for Science et présidente de Femmes Chefs d'entreprise Saint-Martin. C'est un clin d'œil à quelqu'un dans la salle. Et Karima Kalaoui, neuropsychologue à l'Institut de psychiatrie légale Pinel et intervenante Art for Science Academy, qui a fait le déplacement du Canada pour vous expliquer le fonctionnement de notre cerveau. Merci de les accueillir et de leur faire un triomphe. Bonjour à toutes les deux. Merci. The floor is yours. Je vous abandonne. Merci provisoirement. beaucoup. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là cette année encore. L'année dernière, nous étions venus pour vous présenter Art for Science et on avait fait notre lancement officiel avec vous. Et merci beaucoup. Grâce à vos retours, à vos commandes et à vos adhésions, cela fait 1 an et demi que l'association se développe, raconte le fonctionnement du cerveau et illustre, grâce à des œuvres d'art en entreprise, les bienfaits de l'art en entreprise. Et Covid nous a permis cette année d'accélérer la création de notre première école du cerveau en ligne, la première école de France qui s'appelle Art for Science Academy. L'année dernière, on vous a fait la démonstration de la plasticité cérébrale avec Thomas, cofondateur d'Art for Science, amputé de la jambe gauche et du cerveau gauche. La démonstration que l'on peut vivre avec la moitié d'un cerveau en moins, une vie d'entrepreneur et de père de famille, car notre cerveau a des capacités d'adaptation et de développement énormes et sous-évaluées par chacun, parce qu'on ne le stimule pas assez de la bonne façon. Et cette année, on va aller encore plus loin dans notre démonstration. Et en exclusivité pour Alban et Entreprises du Futur, on va vous livrer un extrait de ce que l'on raconte dans Art for Science Academy. Et le sujet est quand notre cerveau est à bout, quand notre capital santé mentale est en faillite, certaines personnes deviennent dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres et peuvent commettre des crimes. Karima est ma collègue au sein d'Art for Science Academy. Elle est neuropsychologue dans le plus grand institut de psychiatrie légale du Canada. Et elle va vous raconter comment les cerveaux basculent et comment gérer les situations les plus complexes. Merci Mélanie. Avez-vous déjà senti cette ligne invisible? Cette ligne qui séparerait la population en 2 groupes. D'un côté, il y aurait ceux et celles qui ont une santé mentale, et de l'autre côté, il y aurait ceux et celles qui ont une maladie mentale. Quand je regarde des films à la télé, quand je lis les journaux, lorsque j'entends parler les gens entre eux, je la sens cette ligne. Alors, d'un côté de la ligne, il y aurait les gens comme vous et moi, qui avons la chance d'avoir une bonne santé mentale. Alors oui, c'est vrai, il nous arrive parfois d'être un peu plus anxieux ou déprimés, mais globalement, nous sommes tous en mesure de ressentir une forme de bien-être qui nous permet de nous épanouir, d'avoir des buts dans la vie et surtout de savoir comment faire face aux difficultés du quotidien. De l'autre côté de la ligne, il y a ceux et celles qui souffrent de maladies mentales. Maladie mentale. 2 mots qui font peur, n'est-ce pas? Lorsque l'on pense à des personnes qui souffrent de maladies mentales, on imagine habituellement des personnes violentes, dangereuses, voire des criminels en puissance. On pense au cerveau qui bascule et qui sombre dans la folie jusqu'à un point de non-retour, enfermé de ce côté-ci de la ligne et condamné à ne plus jamais pouvoir passer de l'autre côté. Je suis neuropsychologue à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel depuis plus d'une dizaine d'années et je peux vous dire que cette ligne, elle n'existe pas. Même lorsque le cerveau bascule, même au point qu'une personne commette des actes irréparables, rien n'est jamais irrémédiable. Les personnes qui souffrent de maladies mentales peuvent se faire soigner et surtout se rétablir, et c'est ce à quoi je travaille avec tous les collègues de mon équipe. Pensez-y, de quel côté de la ligne placeriez-vous Jules ? Alors Jules, c'est un patient qui est c'est un jeune homme qui est âgé de 20 ans. J'ai modifié son prénom et quelques éléments de son histoire pour qu'il reste anonyme. Il y a 2 ans, il a été admis dans une des plus grandes écoles à Montréal.
C'est un étudiant brillant, très proche de sa famille. Il a grandi au sein d'une famille unie. Il a une relation très particulière avec sa mère, donc très très proche de sa mère. Il a des amis, il voyage, il a tout pour réussir, Jules. Mais peu à peu, Jules commence à changer. Il s'isole de ses amis, puis de sa famille. Il manque de plus en plus les cours et surtout, il sort de moins en moins de sa chambre. Personne ne le sait encore, mais Jules a commencé à avoir des hallucinations auditives. Il entend des voix dans sa tête qui le mettent en garde contre sa mère qui voudrait l'empoisonner. Jules a peur, il est totalement effrayé. Un soir, comme tous les soirs, la mère de Jules vient le voir dans sa chambre pour discuter, elle s'inquiète. Une dispute éclate et Jules blesse mortellement sa mère. Sans s'en rendre compte, sans que sa famille ne comprenne ce qui était réellement en train de se passer, Jules a basculé dans la maladie mentale et a commis le crime de tuer sa mère. Alors Jules a été arrêté, une expertise psychiatrique a été demandée. Suite à cette expertise, il a été jugé puis déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Ce verdict signifie que Jules a bien commis un crime, mais qu'il était incapable de différencier le bien du mal au moment où il est passé à l'acte. La maladie a pris le dessus et l'a privé de son discernement. Et contrairement à ce que l'on croit, ce verdict ne signifie pas qu'il a été acquitté, mais au lieu de l'envoyer en prison, le tribunal décide de le diriger vers un hôpital psychiatrique afin qu'il puisse être soigné. Donc Jules a été transféré à l'Institut Pinel où je travaille. L'Institut Pinel, c'est un hôpital psychiatrique à sécurité maximale où nos patients sont détenus et privés de liberté. On accueille uniquement des gens violents et dangereux pour la société. La sécurité est donc omniprésente au sein de l'hôpital. Nous avons des boutons de sécurité situés sous nos bureaux et des gardes à nos portes pour soigner et accompagner le plus sereinement possible. Concrètement, comment fait-on pour soigner des gens comme Jules? La première chose que l'on fait, c'est que l'on va stabiliser son état mental au moyen d'un traitement médical. Et la deuxième chose, c'est que l'on se met littéralement à son service. Au service d'un criminel comme Jules? Oui. Notre travail clinique consiste avant tout à comprendre ce qui s'est passé dans sa tête au moment où il est passé à l'acte et surtout l'aider à aller mieux. Notre mission n'est pas de juger, mais de soigner. Alors, ne pas juger, c'est difficile, ça je vous l'accorde. Donc, face à Jules, que je rencontre pour la première fois, je ne lis pas son dossier criminel. Si je ne suis pas dans le jugement, je pourrais mieux être à l'écoute de sa souffrance et de sa détresse, je pourrais mieux le soigner, je pourrais mieux protéger la société. Dans les soins que l'on offre au quotidien, ce qu'il y a de formidable au sein de mon institut, c'est que l'on va complètement à contre-courant de ce qui se faisait il n'y a pas si longtemps que cela en psychiatrie, voire de ce qui se fait toujours à certains endroits en psychiatrie, où les patients, malheureusement, sont des acteurs passifs de leur traitement, ils connaissent à peine leur diagnostic, voire ils ne le connaissent pas du tout, et où les familles sont laissées pour compte. Mais je vous rassure, même la psychiatrie est en mesure d'évoluer. Alors dans mon institut, ça commence par notre façon de nous habiller. Tout le monde, patients et personnel soignant, nous sommes habillés en civil. La seule chose qui me différencie d'un patient, c'est juste mon badge d'employé. Ensuite, nous soignons Jules et les autres en accordant une place importante à leurs besoins. La place centrale de leur traitement, c'est eux qui l'occupent. Alors, au quotidien, on va mettre en place un plan de soins personnalisé parce que chaque patient est unique. Et surtout, on va s'assurer qu'ils aient un projet de vie, qu'ils prennent des décisions et surtout qu'ils deviennent les propres experts de leur maladie. La base pour qu'un patient évolue favorablement, c'est qu'il connaisse sa maladie, ses symptômes, ses difficultés et qu'ils comprennent ses traitements. Et en leur permettant de participer à leur propre traitement, on leur offre un puissant outil de motivation et de changement. Alors, on soigne, mais pas uniquement avec des pilules. Il y a toute une équipe de professionnels autour de Jules et des autres patients, du psychiatre, psychologue, jusqu'au conseiller spirituel. Donc, c'est vraiment toute une équipe qui va s'occuper des patients. Et nous avons même développé une expertise particulière pour les patients qui, comme Jules, ont tué un parent. Dans leur cas, on va les aider à renouer avec leur famille. Et la plupart du temps, ça fonctionne.
Alors, en tant que neuropsychologue, une partie de mon travail consiste à faire passer des tests cognitifs à mes patients. Je leur démontre le lien qui existe entre leur cerveau et leur comportement. Mon but, c'est de leur faire comprendre leurs capacités objectives, c'est-à-dire ce qu'ils sont capables de faire, et leurs difficultés, c'est-à-dire ce qu'ils sont moins capables de faire. Je leur démontre comment utiliser leurs forces pour contourner leurs difficultés. Dans les thérapies que je mène avec eux, mes patients me touchent beaucoup. Ils me touchent parce que je me rends compte, en fait, qu'ils ont des espoirs et des envies comme tout le monde, comme vous, comme moi. Au fil du temps, mes patients m'ont aussi tellement appris. Ils m'ont appris à écouter, mais vraiment à écouter l'autre. Et je dois vous avouer une chose, c'est que souvent, ils ne savent même pas pourquoi ils ont commis leur acte, et plusieurs en souffrent toujours encore aujourd'hui. Mes patients m'ont aussi appris à voir et à comprendre autrement la maladie mentale. Une autre chose que j'ai apprise auprès de mes patients, c'est que la maladie mentale peut toucher tout le monde, sans exception. Je vous ai parlé de Jules, mais j'aurais pu vous parler de Pierre, chirurgien, qui a tué son enfant. J'aurais pu vous parler de Marie, caissière, qui a harcelé le directeur du magasin où elle travaille. Et j'aurais pu vous parler de Jacques, sans emploi, qui a saccagé l'appartement qu'il partage avec son colocataire. Personne n'est à l'abri de sombrer un jour dans la maladie mentale. Alors, Jules est toujours hospitalisé à l'Institut Pinel. Il souffre toujours autant de la perte de sa mère. Il a fait des progrès, il a repris contact avec son père et il est sur la voie du rétablissement. Alors, Jules est-il guéri? De quel côté de la ligne le mettriez-vous actuellement? Donc, vous l'aurez compris, cette ligne n'existe pas. Les patients qui souffrent de maladies mentales ne peuvent pas tous guérir de la maladie mentale. Mais à défaut de guérir, ils vont pouvoir se rétablir, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir parvenir à mener une vie satisfaisante malgré la présence de la maladie et même après avoir été considérés comme un danger pour la société. Mais peut-être que vous êtes sceptique. Alors, laissez-moi vous parler de Richard. Richard, c'est son vrai prénom. Il vit une enfance et une adolescence difficiles. Malgré tout, il parvient à avancer. Il a un emploi, il se marie, a 2 enfants, s'achète une maison. La vie est plutôt agréable. Puis tout à coup, il sombre dans la maladie mentale. Elle arrive à bas bruit et lui fait tout perdre. Sa famille, sa maison, son emploi. En peu de temps, il se retrouve SDF, vit reclus dans la forêt au milieu d'un arsenal d'armes à feu. Richard n'a ni agressé ni menacé personne, mais il fait peur. Considéré comme un danger, il est d'abord envoyé en prison avant d'être transféré à l'Institut Pinel. Nous sommes alors en 2002. Ce qui a particulièrement marqué Richard à l'Institut, c'est le dévouement du personnel soignant et celui d'une infirmière en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Richard est arrivé à l'Institut, il avait beaucoup de mal à comprendre et à retenir ce qu'on lui disait. Il avait un mal fou à comprendre ce qu'était la schizophrénie. Alors, cette infirmière, semaine après semaine, prenait le soin de venir voir Richard et de lui parler encore et encore de sa maladie, de la façon de reconnaître ses symptômes et des dangers qu'il encourait si jamais il arrêtait son traitement médical. Et Richard a fini par comprendre ce qu'était la schizophrénie. Il a avancé dans son traitement et après plusieurs mois d'hospitalisation, il a pu quitter l'Institut Pinel. Progressivement, il s'est reconstruit, il a retrouvé un logement, il s'est remarié et s'est impliqué dans de nombreuses causes bénévoles. Richard a fait de la déstigmatisation de la maladie mentale un véritable combat et depuis des années, il se bat contre les préjugés associés à la maladie mentale. Richard est si actif qu'il m'est impossible de vous résumer tous ses engagements, mais laissez-moi juste vous en mentionner quelques-uns. Alors, tout d'abord, Richard travaille en étroite collaboration avec des équipes de recherche sur des projets technologiques d'envergure en réalité virtuelle en tant que patient partenaire. Il a été administrateur, président puis vice-président au sein de nombreux comités hospitaliers. Il est régulièrement invité par le service de police de la ville de Montréal pour parler de maladies mentales et offrir son témoignage au corps policier. À l'âge de 52 ans, Richard est même retourné sur les bancs de l'université pour se perfectionner. Mais surtout, 18 ans après avoir été considéré comme un danger pour la société et interné à l'Institut Pinel, Richard y est de retour, cette fois-ci en tant qu'employé. Alors, Richard est-il guéri? De quel côté de la ligne se trouve Richard? Alors, Richard n'est pas guéri, il souffre toujours de schizophrénie, il prend toujours son traitement médical, il entend encore des voix dans sa tête,
mais il sait prendre soin de sa santé mentale. Dans d'autres lieux, à d'autres époques, Jules et Richard auraient été condamnés. À cause de leurs actes et à cause de leur maladie mentale, ils n'auraient pas eu droit à une seconde chance. Aujourd'hui, quand je vois Jules progresser, quand je vois toute l'énergie que Richard apporte au monde, combien il se bat pour les autres avec beaucoup d'humilité, comment il leur sert de modèle d'espoir et d'identification, je me sens très reconnaissante. Reconnaissante que nos regards de cliniciens aient changé et que l'on considère enfin les personnes qui souffrent de maladies mentales comme des êtres à part entière. Et je me dis que finalement, ça vaut le coup de ne pas juger et d'écouter vraiment l'autre, nos patients, nos employés, nos proches. Ça vaut le coup de leur demander quels sont leurs besoins et de croire qu'eux aussi sont capables de trouver des solutions. Je me sens aussi très reconnaissante envers la force de mes patients. Ça vaut le coup de croire que tout n'est pas perdu et que chaque personne a en elle des capacités qu'elle est en mesure d'utiliser. Ça vaut le coup de croire qu'on peut se relever même du pire et que le rétablissement existe. Ça vaut le coup de se battre pour ça. Merci Karima. Bravo. Merci Karima pour ces messages d'espoir qui montrent qu'il faut s'entourer des personnes qui peuvent nous tirer vers le haut pour imaginer des futurs possibles à toutes les situations, même celles qu'on pourrait croire sans espoir. Et qui mieux que vous, leader d'entreprise, pour justement donner de l'impulsion dans votre entreprise, pour donner de l'énergie à vos collaborateurs pour se battre et surtout en temps de crise. Je vous propose une conclusion en 5 points pour s'inspirer de la neuroscience et appliquer tous ces savoirs et toute cette best practice à votre milieu. Le premier point, c'est focus sur l'humain. Karima ne lit pas le dossier judiciaire avant de rencontrer un patient pour laisser toute la place à la rencontre humaine. Vous, dans votre quotidien personnel ou professionnel, quels sont les choix qui sont influencés par les références d'un interlocuteur, qui vous donnent un a priori, quoi qu'il en soit positif ou négatif? Et si on inversait le moment où on prend connaissance des informations sur l'autre? Et si on laissait d'abord la place à la rencontre humaine pour voir si cette rencontre peut faire évoluer votre entreprise différemment? Le deuxième point, c'est comprendre au point de devenir expert. Karima, finalement, sort de son rôle d'expert pour placer son patient dans le rôle du sachant presque autant qu'elle. Et vous, dans votre entreprise, est-ce que vous laissez la place à vos collaborateurs et à toutes vos parties prenantes d'être experts de votre sujet? On le sait, on a tous cette peur de transmettre trop. Mais finalement, les meilleurs managers sont ceux qui transfèrent les connaissances à leurs équipes pour qu'ils en sachent autant qu'eux. Mais le faites-vous avec vos parties prenantes, avec les clients aussi? Est-ce qu'ils ont la chance de pouvoir devenir experts de votre sujet? Rendre expert et soi-même devenir expert ou connaisseur de quelque chose renforce vos réseaux neuronaux. Et comme on vous l'a démontré l'année dernière, la plasticité cérébrale, chaque cerveau est unique. Chacun ensuite emportera le sujet dans différents horizons. Et chacun va se développer individuellement, ce qui va faire grandir l'entreprise et vos projets globalement. Le troisième point, c'est combattre déjà soi-même parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et on le voit. Toi, tu nommes à l'Institut tout. Tous les patients comprennent leur maladie, comprennent ce qui se passe. Des mots sont posés sur tout. Est-ce que vous, en entreprise, les mots sont posés sur tout et sur toutes les situations? Est-ce que tous vos collaborateurs et toutes vos parties prenantes ont l'occasion de nommer tous les sujets de l'entreprise, ce qui vous permettrait d'identifier aussi des batailles que vous ne soupçonnez pas? Un projet qui est baptisé, qui est nommé, est donc bâtissable. Un projet nommé a donc un futur. Et l'autre chose dans la notion de savoir, c'est pouvoir, c'est qu'à l'Institut Pinel, les sachants sont les soignants. Et les familles, finalement, sont les suiveurs. Donc les moteurs sont les sachants. Et petit à petit, il y a ce transfert de connaissances pour que la situation puisse évoluer ensuite sans le personnel soignant. Est-ce que vous, aujourd'hui, en entreprise, vous avez pu identifier qui sont les nouveaux moteurs de l'entreprise? Face à la crise Covid, ce qu'elle a changé, ce qu'elle changera demain encore, qui sont les plus résilients dans l'entreprise et qui peuvent être moteurs pour les autres dans l'entreprise pour recréer une dynamique? Le quatrième point, c'est combattre ensemble. On vous passera les citations célèbres qui disent qu'ensemble, on va plus loin, parce que notre point, c'est simplement de dire que dans des cas d'homicides intrafamiliaux, les équipes de Pinel travaillent au renouement du lien familial quand même et y arrivent. À partir de ce savoir-là, est-ce qu'une entreprise ne peut pas fédérer en tout temps,
On entend avec telle personne, c'est pas la peine, avec tel contrat, c'est pas la peine, ou avec la crise, c'est compliqué. Mais finalement, dans tous les contextes, c'est jamais si compliqué que ça, parce qu'eux y arrivent dans ces contextes-là. Et le dernier point, une des fiertés de l'Institut dans le sens victoire humaine et preuve de leur performance, c'est l'embauche de Richard, ancien patient, homme influent et collègue de travail. Il est la preuve que tout est possible. Et tout comme en entreprise, les sources d'inspiration sont nécessaires pour donner de l'énergie aux collaborateurs, pour montrer que tout est possible et tout est imaginable. Tout comme les histoires à succès sont utiles pour motiver et donner confiance aux équipes. Sur les réseaux d'Arforcience, on buzzait sur ce sujet-là en disant qu'il faut qu'une entreprise ait des collaborateurs et des partenaires qui soient un peu au loin, un peu fascinés par l'ailleurs et qu'ils reviennent en entreprise pour partager tout ça. Qu'ils côtoient les équipes pour faire des pas de côté et qu'ils s'enrichissent d'autres choses qui ne sont pas liées au secteur d'activité de l'entreprise. Quand on voit le nombre d'entreprises qui faisaient faillite déjà avant la crise Covid, on peut se demander comment les entreprises peuvent élargir et enrichir les ressources internes et externes auxquelles elles font appel. On s'appelle Arforcience justement pour que notre cerveau soit réactif et stimulé de la bonne façon pour développer le potentiel de chacun. Comment ? Eh bien, en activant sans arrêt nos réseaux neuronaux de la bonne façon au bon dosage. C'est pourquoi on propose 2 choses. C'est de lutter contre la fainéantise. Un cerveau feignant est un cerveau qui va être fragile. Et je pense que c'est aussi un fléau dans l'entreprise, la fainéantise. Et un cerveau qui est fragile laisse place à la maladie. Karima m'expliquait qu'une personne sur 5 aura une maladie mentale un jour, et ce sont des chiffres d'avant Covid. Arforcience existe pour apporter justement de la simulation via 2 outils. Notre école du cerveau en ligne Arforcience Academy qui est faite pour tous vos collaborateurs et qui permet justement d'accéder au savoir de la neuroscience appliqué selon des histoires. Nous, on les travaille de façon très positive pour que les personnes en retiennent des histoires. C'est du storytelling positif lié sur le terrain du factuel. Et via nos expositions d'œuvres d'art et la vente d'œuvres d'art pour vos entreprises, parce qu'un cerveau qui contemple 3 secondes d'une œuvre d'art, ce sont des milliers de connexions neuronales qui s'activent d'un coup, ce qui renforce la motivation, l'entrain à la productivité, réduit les arrêts maladie et repousse la maladie mentale. 3 mois après la création d'Arforcience, l'OMS a publié un rapport qui fait le lien avec 900 études scientifiques qui prouvent les bienfaits de l'art en entreprise. Je serais ravie d'en parler avec vous à la President Box où vous pouvez nous retrouver pour continuer cet échange, devenir partenaire. J'espère prendre des adhésions à Arforcience Academy pour vos entreprises et surtout contempler des œuvres d'art pour continuer à vivre cette stimulation avec nous. J'espère qu'on vous a plu et qu'humainement on vous a plu et que cet extrait vous convient. Merci à tous. Merci. Merci et bravo. Merci infiniment à toutes les deux de nous avoir éclairés sur un sujet à l'évidence crucial dans les semaines et les mois à venir.